qu'est-ce que je fous là, moi? Ça, c'est une grande question. Bonjour, tu t'appelles comment? Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Hello Amélie, comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, nickel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Alors, Amélie Fabre-Guité, j'ai 45 ans, oui, je peux dire mon âge, je l'assume. Mon parcours, moi je suis une fille d'expat, je suis née à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger. J'ai connu Dubaï avant tous les influenceurs, mais c'était déjà à l'époque le vrai désert. Après, j'ai vécu un peu en France et surtout en Belgique. Et à un moment donné, j'ai rencontré l'amour et je suis revenue sur Paris. Et j'ai eu des expériences dans les cabinets de recrutement, sur des plateformes. J'ai accompagné des entrepreneurs. J'ai eu un parcours à un moment donné dans la fonction publique où je me suis éclatée. Mais comme je ne voulais pas être fonctionnaire, je suis revenue chez moi. Je me suis posée dans mon canapé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est là où j'ai commencé à créer mes entreprises. Donc la première, c'est Madircom, qui est une agence aujourd'hui de conseil RH et de marque employeur. Donc on va accompagner les entreprises, les startups, TPE, PME, voire les grands groupes quand ils se perdent, sur toute la partie, à améliorer leur process de recrutement, à se poser les bonnes questions et à avoir une culture un peu plus inclusive et diversifiée, notamment avec l'âge, parce que tu vas voir que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et il me semble que tu as une autre société qui sert à booster certaines choses. C'est ça, Boost Me Up. Voilà. Boost Me Up qui est né juste après ça. En fait, l'idée était de justement d'avoir quand on avait des entreprises qui nous disaient ouais, on veut pas recruter des seniors parce qu'ils sont trop vieux, trop chers, tous les stéréotypes classiques. Je me suis dit ok, c'est pas normal. Donc avec l'équipe, on est allé prendre un verre et on a créé comme ça Boost Me Up. Nous, c'est toujours autour d'un apéro généralement. Et Boost Me Up, l'objectif, c'est de sensibiliser ces entreprises qu'on accompagne aussi en tant que Madircom, justement sur l'intérêt de recruter un profil senior. Et on a aussi l'accompagnement du public, c'est-à-dire qu'on a un parcours qui est aujourd'hui digitalisé et qui va accompagner les seniors pendant plus de 3 mois, voire 1 an s'il y a besoin, pour les aider à se remettre sur les rails de l'emploi. Et du coup, c'est là qu'on commence sur... Comment est-ce qu'on recrute un senior et surtout comment est-ce que le senior doit s'adapter dans son parcours pour que la rencontre entre les deux ça fonctionne bien. Ouais, parce que c'est un match entre les deux. Donc déjà comment on recrute, comme n'importe quel autre candidat, mais avec bonne intelligence. Et ça c'est un truc qui se perd de plus en plus quand même dans pas mal d'entreprises, j'ai l'impression. Le côté un peu comme autrefois, le mec qui entretient sa terre. Ça aujourd'hui on l'oublie. Donc on se dit il y a forcément un type de recrutement pour les jeunes et pour les moins jeunes. Alors que non, on va les recruter de la même manière. Ils ont envie des mêmes choses, ils ont les mêmes besoins et ils ont les mêmes motivations qu'un jeune. Et l'optique, c'est de leur parler vrai. Toi hier sur LinkedIn, je parlais d'un post genre est-ce que vous répondez à des annonces quand on vous tutoie ou est-ce qu'on vous voit? Et plein de seniors m'ont dit non, moi si on me tutoie, clairement ça veut dire que c'est une annonce pour start-up qui veulent des moins de 30 ans, donc j'y vais pas. Donc on se met des freins psychologiques. Donc tu as le candidat qui se met des freins psychologiques et tu as les entreprises qui se mettent des freins psychologiques. Quand je recrute, typiquement, dans l'annonce, je mets le salaire. C'est-à-dire que j'exige de mon client qu'il me donne la rémunération pour que je puisse l'annoncer. Du coup, si j'ai un senior qui postule, ça pose pas de problème. Il le sait combien il va être payé. S'il va être payé 40, 50, 60, il le sait. Donc ça, c'est déjà pas un frein de se dire « Ah mais non, il va nous coûter trop cher ». Mais à l'inverse, tu peux avoir aussi peut-être des startups qui se disent « Je veux pas aller chercher un senior parce que ça va me coûter 80 ». Ouais, sauf que c'est pas toujours vrai en fait. C'est toujours ce fameux frein psychologique. J'ai connu plein de DAF, donc des directeurs financiers qui avaient bossé dans des grands groupes qui coûtaient 150K, 180 si c'est pas plus en grands groupes et qui à un moment donné me disent Amélie, c'est bon. Moi, ma retraite, elle est faite. J'ai mis de l'argent de côté. Ce que je veux pour mes dernières années, c'est je veux m'amuser, je veux m'éclater. Donc, je veux potentiellement intégrer une start-up qui est en plein levée de fonds pour justement les aider à mieux exploiter l'argent qu'ils ont. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui crament un peu l'argent. Et leur dire, OK, maintenant, on va structurer ça. Et il me dit, ouais, j'étais à 180. Je suis prêt à passer à 50 ou à 60, c'est pas un problème. Ouais, parce qu'en plus, je pense que le moment de leur vie est complètement différent. T'as potentiellement ta maison qui est remboursée, tes crédits qui sont remboursés, tes enfants que tu n'as plus à charge. Donc, en fait, oui et non. Parce que senior, c'est aussi à partir de 40. Bah oui. Et puis, de plus en plus, les jeunes, ils restent chez les parents longtemps. On fait des tanguis quand même, parce que tout le monde va dire le coût de la vie coûte cher, c'est pas facile d'avoir un crédit, de trouver un appart. Moi, je crois que j'ai encore la trace des pompes de mon père. Mais... Pour te foutre dehors.
Ouais, après, t'as quand même beaucoup qui reviennent aussi plus tard. T'en as plein qui, par un divorce qui se passe mal, ça revient avec les gamins chez les parents. Donc ça arrive Après, quand même ça assez reste souvent. des charges assez mineures. Le gros du salaire, on va dire, il est quand même Ouais, plus sauf pour que profiter. plus tu vieillis, plus t'as aussi la charge de tes parents. Et donc tu deviens aidant. Ok. Et donc tu as cette charge aussi qui arrive. Donc tu t'es frappé tes gamins pendant peut-être 25 piges. Tu penses tu as un petit créneau potentiellement pendant 10-15 ans où tu es un peu peinard et après c'est à toi de t'occuper de tes parents. Autant donc, les gamins, tu peux choisir de pas en faire, autant pas t'occuper de tes Tes parents, parents, c'est c'est un peu compliqué. Ok. Et donc du coup, dans ce parcours, comment t'en es arrivé à là? Et dans un deuxième temps, on parlera justement de comment est-ce que ça se passe des deux côtés. Comment j'en suis arrivée là? Le hasard de la vie. Je suis pas du style à programmer ce que je vais faire ou avec qui je vais bosser. Donc moi, ça a toujours été des rencontres. Le premier job que j'ai eu, c'était en cabinet de recrutement, un gros cabinet de recrutement sur la place parisienne, qui était très connu à l'époque, qui l'est toujours un peu aujourd'hui. Et j'y suis arrivée parce que je voulais absolument me barrer de chez moi et il me fallait absolument un job. Et eux, ils étaient prêts à me proposer du coup une mission, donc j'y suis allée. Donc j'ai pu découvrir le métier de consultant recrutement, de chasseur de tête, avec tous les aléas, tout ce que je déteste qui va avec. Et après, je me suis dit, ok, j'ai envie de voir autre chose. Donc j'ai rencontré un entrepreneur qui était en train de monter une boîte sur justement une plateforme pour recruter des assistantes de direction. Donc je me dis, ok, c'est intéressant, j'y vais. Donc j'ai fait du commercial, j'ai fait de la com, j'ai fait du recrutement. Bon, là, j'ai rencontré un super pervers narcissique qui adorait traumatiser les candidats en entretien. Je me suis dit, ok, ça non plus, je veux pas. Donc je me suis barrée. Et là, je suis arrivée dans une boîte qui est un job board qui maintenant a été racheté par un très gros job board, un gros monstre. Et qui, Jeu de mots. Et là, je m'occupais de toute la com pour les candidats, donc pour les accompagner, pour les booster, pour les aider justement à mieux choisir les annonces. Mais le rachat par ce gros monstre s'est pas forcément très bien passé, donc je me suis barrée. Enfin, on m'a aidé à partir, on m'a accompagné. La porte est ouverte. C'est ça, la porte est ouverte. J'ai pas envie de sortir. Mais va falloir, ma petite dame, va aller falloir. faire un tour, là. Et là, j'ai commencé à chercher du taf, donc j'ai connu le chômage. Je faisais tout et n'importe quoi, et tous les conseils aujourd'hui que je donne aux candidats, je les ai jamais respectés quand je cherchais du boulot à l'époque. Ne m'en voulez pas. Et en fait, je suis tombée par hasard dans la fonction publique. Et en fait, j'ai pu, là où des fois on se fait des films sur la fonction publique, tu sais, les gens qui bossent pas, machin, alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois que c'est des gens qui ont vraiment envie de faire bouger les choses, mais qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont pas forcément soutenus non plus par les élus locaux. C'est souvent ça le problème. Et là, j'ai pu monter des projets, j'ai pu monter des entreprises, alors pas virtuelles, comment on appelle ça déjà, des entreprises éphémères. Okay. Et en fait, l'idée, c'était justement de dire, sur un événement, on va prendre des demandeurs d'emploi, on va les former, on va les accompagner, mais c'est eux qui doivent créer et animer l'événement de A à Z. Et l'optique pour nous, c'était un accord avec Pôle emploi, il fallait qu'ils retrouvent du boulot dans les 3 à 6 mois. Et ça fonctionnait parce qu'il y avait un paramètre un peu particulier, c'est que tu avais un boss qui était... C'est moi le paramètre. Ok. Non, je voulais dire que c'est parce que tu avais un boss qui était dans le privé, qui venait du privé, c'est ça? Ouais, ma chef venait du privé, donc elle avait fait toute sa carrière dans le privé, et quand elle est venue dans la fonction publique, elle m'a laissé tout faire. Donc en fait, dès que je voulais lancer un projet, elle me disait ok, on définissait le budget ensemble et je pouvais le faire. Donc ça, c'était top. J'avais les élus qui me foutaient la paix, ça c'était top. J'étais souvent acclamée par l'opposition qui trouvait que tout ce que je faisais pour l'emploi était top, donc j'aurais préféré être acclamée par mon maire, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai pu faire des projets qui étaient top, j'ai pu rencontrer des partenaires, des associations qui étaient juste exceptionnelles, et c'est ensemble qu'on a pu construire plein de choses. Et du coup, toujours dans le recrutement, ouais, c'était du recrutement, c'était l'insertion professionnelle, donc je m'occupais à la fois, au départ, je me suis occupée tout le public était peu ou pas qualifié, donc j'ai commencé à me créer un peu une base de données de tout ce qu'il faut faire pour aider quelqu'un à retrouver du boulot, donc j'avais vraiment ma boîte à outils qui était là. Puis après, j'ai commencé à m'occuper des personnes qui étaient plus âgées, ensuite j'ai commencé à m'occuper des entrepreneurs, donc j'ai vraiment pendant plus de 6 ans pu avoir un vivier de candidats accompagnés qui était dingue, des gens en reconversion, des gens... je meurs à l'antenne, des gens qui cherchaient des formations. Donc j'ai pu tout faire. C'était un pôle emploi fois 10, parce qu'on bossait avec eux quand même. Mais, du coup, tu as pu prendre énormément d'infos de j'ai pu prendre de toutes les structures qui existaient, pouvoir mixer comme je le voulais, pour avoir les résultats qu'on cherchait. Parce nous on était suivis pour les stats aussi, donc on avait plus de 80-90% de retour à l'emploi en moins de 6 mois, on a accompagné plus de 30 000 personnes,
Et on a eu des résultats de dingue. Dans le département où j'étais, on était la ville qui avait le plus de retour à l'emploi. Donc on avait des gens qui venaient de partout de la région parce qu'ils savaient qu'on avait des résultats. Mais d'ailleurs, ça, c'est ce que tu as mis en place dans ta boîte, parce que tu m'expliquais que tu veux plus faire de chasse de tête, mais aller chercher des candidats qui cherchent de l'emploi, donc faire de l'insertion. Chez Madircom, quand on l'a créé, on s'est dit, ok, je veux créer un cabinet de recrutement, mais ce que j'ai vu jusqu'à présent, ça m'a pas beaucoup plu. Je veux pas aller chasser les gens qui sont en poste. Je veux proposer, il y a des gens qui sont au chômage, on a des millions de chômeurs en France, moi je vais aller proposer du boulot à ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'était vraiment la règle numéro 1, c'est on ne chasse pas les gens en poste, on propose du boulot à ceux qui n'en ont pas. Et donc l'idée, c'était aussi de faire passer ce message auprès des entreprises qu'on accompagnait, parce que forcément les gens disent, bah ouais, mais les chômeurs, ils sont pas malléables, ils sont pas opérationnels. Je dis quoi ? Parce qu'ils sont au chômage, ils ont perdu leurs neurones, pas du tout. Ouais, ils font plein de choses pendant qu'ils sont au chômage. Dans la vision start-up, on a quand même assez souvent l'idée que les talents qu'on va aller chercher, ils sont pas au chômage, ils sont en poste, ou que les cadres dirigeants, ils sont en poste aussi et il y en a pas. Et souvent on dit Pôle emploi, ok, c'est bas de panier, c'est des gens sans compétences. T'as des pépites en fait même à Pôle emploi. Et en plus, parce qu'on intervient aussi dans les écoles de commerce, quand j'interroge les étudiants qui sont en dernière année, je leur dis ok, vous faites quoi après ? Vous faites une année sabbatique, vous voulez travailler tout de suite ? Les 3/4, c'est on veut faire une année sabbatique, on veut voyager. Il y en a plein qui me disent je veux profiter de mon chômage pendant 1 an ou 2 et après je vais travailler. Donc ils seront bien au chômage, tes pépites à un moment donné. Okay. Donc c'est là qu'il faut aller les chercher. C'est là qu'il faut justement organiser des rendez-vous, que ce soit avec Pôle emploi, pour faire des réunions, ce qu'on appelle des infocalls, pour leur proposer des projets. Faut savoir leur écrire, faire des annonces qui donnent envie aussi, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les annonces, tu as plus l'impression de voir une pub pour l'entreprise que pour vraiment la mission à proposer. Ouais, ça, on en avait parlé avec Nicolas Froissart et Michel Coury. Il y a un taf à faire qui est juste dingue déjà là-dessus. Le problème, et je l'ai rencontré moi dès les années 2000 quand je faisais du recrutement dans les gros cabinet, c'est on te dit ok Amélie, il y a un nouveau poste, tu fais quoi ? Je sais pas, je dois faire un brief avec le client, prendre ses besoins. Non, tu prends l'ancienne annonce, tu fais un copier-coller, tu changes juste le titre. Les plus gros cabinets de la place de Paris, c'est ce qu'ils font. Je me sens un peu... C'est ce que t'as fait ? C'est pas bien. Ouais, mais nous, tu m'appelles la prochaine fois. Je te le fais autour d'un café, quoi. Allez, c'est vendu. Mais après, c'est vrai que des fois, c'est compliqué d'essayer de trouver le bon ton dans une offre d'emploi parce que tu sais pas... Ça servent les professionnels. C'est ça. À quel moment t'es... En fait, si t'es trop créatif, t'as peur de tomber sur des profils. C'est pas une peur, c'est avéré aussi parce que... Oui. On va parler dans notre truc aussi, où je vais être honnête et peut-être un peu cinglant, mais trouver le bon ton entre très créatif, où tu vas tomber sur des profils qui sont un peu, on va dire, perdus dans leur carrière professionnelle, et un ton qui est trop sérieux et trop chiant, et ceux qui justement veulent plus ça vont refuser l'annonce. Trouver le juste milieu, c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur LinkedIn, tu vois énormément de posts qui te disent « Ouais, j'ai postulé, j'ai pas de réponse, etc. » Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est l'envers du décor aussi de la gueule de nos boîtes mail. Tu postes une annonce, tu te prends 50 ou 100 candidatures par jour. Et en fait, tu es obligé d'être drastique dans tes méthodes parce que sinon, tu peux pas tous les trouver. Enfin, pas tous les ouvrir. Et le but, c'est quand même de tous les ouvrir. Et malheureusement, effectivement, on ne peut pas répondre à tout le monde. Il y a plein de choses qui vont être en ligne de compte. C'est la manière pour le candidat de postuler. Si tu lui dis simplement d'envoyer un CV, une lettre de motivation, forcément, ils vont t'écrire une lettre avec Google ou ChatGPT, donc ce ne sera pas très funky. Après, le CV, il y en a qui savent en faire, d'autres qui ne savent pas. Mais j'ai envie de dire, l'optique, c'est pas tellement... le look du CV, ça va être plus ce qu'il y a à l'intérieur. Le plus important, ça va être l'entretien, c'est-à-dire à quel moment tu leur donnes une chance de se présenter, peut-être en vidéo, peut-être en présentant déjà une créa qu'ils auraient fait. Et derrière, se dire, ok, je te propose 15 minutes d'entretien, voilà les questions qu'on va aborder, et maintenant, c'est ça que j'ai envie de déceler. Et après, c'est la manière de faire un entretien. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui viennent du Canada qui s'appellent le fait de faire des entretiens structurés. C'est-à-dire que tu vas poser des questions bien précises, parce qu'en amont, tu auras réfléchi sur quelles sont les vraies compétences dont j'ai besoin. C'est ça. Et en fonction de la compétence, tu vas mettre en avant 2-3 questions en disant « Ok, quand j'ai le candidat en face de moi, je vais pouvoir lui poser ces questions pour savoir exactement s'il est compétent là-dessus. » Pas s'il a déjà fait, s'il est compétent dessus. C'est déjà à 50% pour moi du recrutement. C'est-à-dire que tu as passé l'étape. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on... Enfin, j'avais fait un post là-dessus, mais il faut au moins que les candidats prennent le temps de faire correctement l'email. Tu vois, pas juste un « bonjour, voici mon CV ». Ça, c'est horrible, ça. En fait, le problème, c'est que quand tu reçois des tonnes et des tonnes de CV, ça fonctionne quand tu es dans un grand groupe et tu as des équipes RH qui peuvent prendre le temps de tout ouvrir.
Moi, je prends mon cas pratique, tu vois, je suis tout seul à ouvrir les candidatures. Quand on a peut-être 300 à ouvrir, bah, tu peux pas aller t'amuser à toutes les ouvrir, vérifier, essayer de creuser pour trouver le candidat. Et malheureusement, et si j'ai un conseil à donner à tous ces candidats, c'est soigner le corps du mail. Même si le CV, comme tu dis, la présentation elle n'est pas là, ou la lettre d'intention, on s'en fout. Ça, c'est vrai, c'est pas grave. Et tu apprendras beaucoup plus avec un entretien que dans le CV. Mais au moins, le CV, il va te permettre quoi ? Connaître l'âge, qui est important quand tu recrutes un alternant. Non. Bah, Oui, juste pour l'aide, enfin pour savoir combien tu vas le payer. De base, il te coûte quand même pas cher un alternant. Ouais, mais attends, tu peux passer de 600 € à 1400 €. Ouais. Déjà, tu vois, c'est des gaps. Ça veut pas dire que tu vas pas le prendre, mais ça veut dire que quand tu fais un pool de recrutement, je dis n'importe quoi, tu en recrutes 5 d'un coup. Si tu en prends 5 à 1400, c'est pas du tout le même budget. Donc déjà, tu as ça. Ça évite de faire perdre du temps parce que l'entreprise qui, par exemple, peut pas se permettre le budget, si tu fais toutes les étapes et à la fin, tu découvres que c'est pas dans ton budget. Le plus simple, c'est d'aller directement à l'école et dire je veux un étudiant de première année parce que je sais que ça va pas me coûter cher. Ouais. Va sourcer à la base. C'est ça. Bah, t'inquiète, on le fait. On le fait et ça se passe plutôt bien. Mais la première chose, ouais, c'est vraiment soigner un petit peu le corps du mail et pas hésiter aussi à dire ce que tu veux dans le corps du mail. Mais ça, on n'apprend pas ça aux étudiants. Enfin, aux étudiants ou au moins, c'est ce qu'on a mis au moins jeunes. Ouais. C'est le gros problème, c'est qu'on leur apprend pas à postuler correctement. Et quand tu leur dis, il y a aussi une démarche un peu marketing à mettre dans votre manière de candidater, ils disent, ah bah non, c'est pas notre job, on n'est pas là pour ça. Bah si, on est dans un jeu de séduction quand tu essayes de trouver un job. Il faut qu'il y ait un match. Donc à un moment donné, il faut faire un minimum d'efforts. Demain, si tu vas à un date mal habillé, mal coiffé, pas rasé, qui ressemble à rien, t'étonnes pas si la fille, elle te jette. En fait, et c'est le but du podcast d'aujourd'hui, c'est un peu de les former. Parce que j'ai vu que vraiment les écoles, certes, ils ont une très bonne formation technique, mais le b.a.-ba pour postuler et présenter cette formation, ils l'ont pas. Et, pas partout, parce qu'on est quand même beaucoup nombreux. Voilà. On est dans pas mal d'écoles, mais voilà, on propage de plus en plus. Et tu vois, il y a un CV, bon, là dernièrement, c'est le dernier que j'ai en tête, mais il y en a plein à chaque fois qui m'épatent. Mais déjà, il y a un truc qui est tout con, mais dans l'objet, quand tu remets le poste, ce que tu cherches, et le statut, par exemple, alternance, CDI, CDD, c'est vraiment bête. Hein. C'est que c'est mon post d'il y a 2 ou 3 jours sur LinkedIn, ça. L'objet du mail quand vous candidatez. J'ai pas vu. J'aurais proposé, je crois, 25 ou 28 modèles d'objets de mail, justement, pour varier et pour déjà attirer l'attention du recruteur. Et en plus, quand tu vas rechercher, parce que les CV, il ne faut pas croire qu'ils partent à la poubelle directe. Ah bah non, quand même pas. Tu as des process, tu vas peut-être avoir... quelqu'un que tu as en coup de cœur, mais pour X raisons, finalement, ça aboutit pas. Quand tu vas rechercher dans la boîte mail et que tu cherches un alternant ou un CDD ou un stagiaire et que tu tapes le mot et que le mot-clé y ressort, tu vois, c'est des choses qui sont essentielles. C'est plus pratique. Et la deuxième personne qui m'a épaté, elle a fait un truc qui est tout con, mais elle a fait une carte de visite avec sa photo, ce qu'elle cherche, les quelques compétences qu'elle a et ce qu'il a défini elle en personnalité, et c'était dans le corps de l'email. Donc c'est un mélange en fait de ta lettre de motivation, ton CV, tu vois le visage avec un grand sourire, c'est coloré et bim, c'est dans le corps du mail. Et en fait, juste en passant, sans ouvrir les pièces jointes, t'avais l'essentiel du truc. Elle a catché ton attention. C'est ça. Et c'est ce qu'on cherche à proposer aux étudiants ou au profil senior, justement, à faire, c'est-à-dire comment on va capter l'attention de la personne, que ce soit avec l'objet du mail, que ce soit avec le mail, la signature de mail. Souvent, je leur dis, mettez aussi votre profil LinkedIn tout de suite, parce que forcément, on va aller vous stalker sur LinkedIn, donc faciliter le job du recruteur pour que tout de suite, il ait votre nom, votre téléphone, votre email, votre lien LinkedIn. C'est super intéressant ce que tu dis sur LinkedIn, parce que tu vois, maintenant, je le fais plus, mais... J'ai fait l'erreur de, quand je cherchais quelqu'un au marketing ou au commerce, d'aller regarder LinkedIn. Et je disais, putain, lui, il a 10 abonnés. Ça part. Non, ça veut rien dire. Ouais, mais en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un outil, quand tu postules dans une boîte qui fait du B2B, qui est indispensable. Et on se doute bien qu'un alternant ou un stagiaire, il ne va pas avoir 2000, 3000, 10 000 abonnés. Il y en a un qui sont très brillants. Il y en a même qui n'ont même pas encore le bac, je pense qu'il se reconnaîtra, qui ont déjà leur boîte et qui sont des pépites. Petite dédicace pour Maxime. Mais tu vois, il y a quelque chose qui est tout bête, tu te crées ton compte LinkedIn. Tu mets les différentes petites formations que tu as eues, les expériences en entreprise, et juste tu rajoutes tes potes de classe. Déjà, hop, tu vas en choper 60. Ouais, facile. Tu fais 3-4 posts et tu demandes que dans ton campus ça rayonne, tu vas passer les 100. Tu te mets un petit peu tous les jours à attaquer, à aller chercher les gens qui t'intéressent, et ça y est, t'es à plus de 500. Et vraiment, c'est quelque chose qui est tout bête, mais ce que je répète à chaque fois aux candidats,
qu'on les garde, qu'on finisse le process avec eux et qu'on fasse l'alternance ou pas, je leur dis travaillez votre compte LinkedIn. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'appartient pas à votre entreprise. Ouais. Ça vous appartient à vous. Et ça, ils n'en prennent pas conscience. Hier, j'étais dans une école où justement, on parlait un peu de LinkedIn. Je scrollais un petit peu sur leur profil. Je dis, bon, les gars, là, c'est pas terrible, il n'y a pas de photo. Là, votre titre. Et en fait, quand tu crées ton profil sur LinkedIn de base, c'est marqué étudiant, entre parenthèses, tu sais, pour étudiant, étudiante. Tu l'as même pas changé. Ça veut dire quoi? Tu sais pas ce que t'es, un garçon, une fille. Ils me regardaient genre, je sais pas, t'as pas modifié. Donc ça veut dire que toi-même, t'as un doute peut-être, ou tu veux pas choisir. Ensuite, j'ai pas de résumé. Tu me mets pas tes expériences. J'ai juste un mot sur ta formation. J'ai aucune compétence. Et je leur dis, du coup, imaginez, moi, je suis recruteur, je passe sur votre profil, je vous zappe en fait. Je vous zappe et en plus comme votre profil il est pas complet, le moteur de recherche de LinkedIn il va pas bien vous référencer. Donc je dis je peux passer à côté de vous, ça se trouve vous êtes une pépite et je le sais pas. En plus, ce qui est un petit tips quand même, avant de passer du temps sur le CV, passez tout ce temps-là sur votre profil LinkedIn. Ouais. Parce que si vous allez dans l'onglet paramètres, vous pouvez en éditer automatiquement un CV en français ou en anglais, et tout est automatisé par LinkedIn. Oui, sauf qu'après le CV n'est pas non plus ultra on s'en fout, ultra sexy. Il est propre, si tu vois que le truc est structuré, il répond au code. En plus, ça permet de faire les candidatures simplifiées, qui sont automatisées. Donc vraiment, LinkedIn, c'est un truc... c'est magique, mais sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai quand même plein d'étudiants en école qui me disent Amélie, nous on veut pas être sur LinkedIn, on veut pas être visible, on veut pas communiquer sur LinkedIn, on n'a pas envie de s'afficher. Et j'avoue que ça c'est hard quand t'as ça en face de toi qui dit, alors que moi je suis une grande fan de LinkedIn, ils disent non mais nous on veut pas s'afficher. Et tout est là, pourquoi? Et ils disent on n'a pas envie que les gens sachent tout. Alors je leur dis mais tu peux te mettre en privé sur LinkedIn. Ah oui, tu peux te mettre en privé, mais l'idée c'est pas non plus d'être en privé, mais je dis mais c'est votre vitrine, c'est un peu votre deuxième CV. Et je dis aujourd'hui on est 95% des recruteurs à être sur LinkedIn et à sourcer des candidats. Je dis quand on va recevoir ton CV, plus de 80% des RH vont comparer ce que tu as mis sur ton CV à ton profil LinkedIn. C'est obligatoire aujourd'hui d'avoir au moins le profil qui est nickel et bien rempli. Puis, de toute façon, quasiment la totalité des entreprises postent les offres d'emploi sur LinkedIn, puisque chaque entreprise a au moins le droit à une offre d'emploi offerte sur LinkedIn. Voire plus. Ça dépend de la taille de ta boîte, de recruteurs, etc. Mais... En fait, dès lors que tu en publies une gratuitement sur ton profil, tu peux changer toutes les semaines et mettre un nouveau post. C'est ça. Donc, et c'est vrai que peut-être les écoles devraient prendre un petit peu le temps de leur apprendre. On a des cours sur la partie personal branding, justement, sur l'importance de LinkedIn, mais c'est pour beaucoup, alors ça dépend après des fonctions, mais tu as beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui n'ont pas envie d'être visibles parce qu'ils savent que les réseaux sociaux, ça peut être violent, ça peut être souvent, tu vas avoir des trolls, tu vas avoir des gens qui vont donner des avis négatifs, et ils ont un peu peur de trop s'afficher. Après, tu n'es pas obligé de publier. Je les invite à publier. Mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, moi très souvent quand je recrute, ce que je vais chercher, c'est cette curiosité intellectuelle qu'a la personne. Et j'ai envie de savoir, parce que dans les lettres de motivation, on a tous droit à motivé et dynamique. J'en peux plus, j'ai envie de les vomir à chaque fois que je vois ces mots. Et en fait, je leur dis, ok, mais prouve-moi que t'es motivé. Prouve-moi que tu me dis, ok, que t'es fan du digital. Prouve-le-moi. C'est parce que quand tu maîtrises des réseaux sociaux, je dis moi ça veut rien dire. Je dis je te prends sur LinkedIn, je te prends sur TikTok, je te mets une claque s'il faut. Donc me le fais pas à l'envers, tu peux pas maîtriser tous les réseaux sociaux. Tu en as un usage quotidien, mais pas un usage par pro. Amélie, c'est rentrer sur un ring. C'est pas loin. Non, je laisse les gants, il y en a d'autres qui utilisent très mieux les gants que moi sur LinkedIn. Et l'idée c'est de se dire ok, prouve-moi que t'aimes vraiment ton métier. Et l'idée, c'est juste de partager régulièrement sa veille. Là, j'étais avec des étudiants, je leur dis, peut-être qu'il y a une actualité juridique, RH, sociale, peut-être qu'il y a une actualité sur un nouveau logiciel qui est sorti, un outil qu'un communicant utilise régulièrement, quelqu'un qui veut se lancer en podcast, toi qui es dans le digital, quels sont les outils qu'il doit utiliser, quel micro choisir. Tu peux très bien partager un article que tu as lu sur une entreprise qui, t'es passé une marque employeur, et tu vois qu'une entreprise fait quelque chose là-dessus, tu peux le repartager et donner ton avis. Je dis, c'est juste de nous prouver, quand nous on va regarder ton profil, on va voir ton actualité, et puis là on va remarquer que tu publies, même si c'est qu'une fois par semaine, une fois par mois, on s'en fout, mais que tu partages de l'information qui est en lien avec le métier et le secteur pour lequel tu te formes. Au moins ça nous prouve que t'es pas là par hasard, t'as pas choisi cette formation parce qu'il y avait de la lumière, que tu pensais être garanti d'avoir du boulot à la fin.
C'est un vrai choix, une vraie volonté. Et en fait, en partageant un peu ça, je commence moi à avoir cette curiosité intellectuelle de l'étudiant qui normalement doit être validée pendant l'entretien. Moi, pour échanger avec beaucoup, il y en a beaucoup qui utilisent l'alternance pour savoir justement ce qu'ils veulent faire. Parce que tu en as beaucoup qui se jettent dans une école, marketing ou commerce, et qui savent pas du tout, mais je te parle pas du métier, je te parle du secteur carrément, qui ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Donc leur demander derrière de publier sur des sujets qui les intéressent, c'est un peu complexe quand ils savent pas trop où aller. Quand tu es en première année, je peux le comprendre. Quand tu es en dernière année, c'est quand même un peu plus compliqué. Au pire, il y a quand même des choses qui te passionnent dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'il a appris un truc dans son cours de marketing, peut-être qu'il a appris un truc dans son cours en compta ou son cours en com. Et donc, il peut quand même commencer à partager des infos, puis après, il peut parler de lui. Alors, du coup, ça va lui demander de se mettre un petit peu en avant, de se dire, pourquoi il cherche une alternance, parce qu'il a envie de découvrir des choses, qu'il a envie d'approfondir, qu'il veut justement mieux travailler son projet professionnel, et il veut qu'une entreprise puisse aussi un peu l'aider. En fait, c'est toute cette transparence, cette honnêteté qui est logique et évidente, mais qui fait du bien à entendre. Donc ce jeune, peut-être que c'est, c'est un fan de rugby, et il peut communiquer là-dessus. Donc en fait, il peut nous parler un peu de lui pour nous montrer qu'il est un peu curieux. Pourquoi ? Imagine un CV d'un jeune qui partage régulièrement sa passion pour le rugby ou pour le sport en général. Ouais. Tu auras forcément mais là, tu vas encore une plus envie. Loin parce qu'en plus, celui qui aime bien le rugby, il y a des valeurs autour du rugby que tu vas retrouver forcément dans le profil de la personne. C'est un fameux biais cognitif qui va t'inciter à le rencontrer et peut-être à le recruter. Après, c'est un peu trop subjectif. La subjectivité, c'est pas forcément toujours une bonne chose. C'est pour ça que pendant l'entretien, on en revient sur les questions qui sont travaillées en fonction des compétences. Ouais. Et donc, du coup, ces fameuses questions, c'est quoi ? En fait, c'est des questions où tu vas utiliser la méthode STAR. Situation, travail, action, résultat. Et en fait, tu vas demander à la personne, si tu dis, tiens, je veux quelqu'un qui soit créatif, tu vas dire à quelle occasion tu as été créatif et raconte-moi exactement ce que tu as fait et les résultats que tu as obtenus. Et donc, tu vas l'aider à structurer sa réponse en disant, j'ai fait un job étudiant. Situation, action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a réalisé, quelle était la mission pour laquelle il avait été recruté, comment il s'y est pris, donc les tâches qu'il a mis en avant et les résultats qu'il a obtenus. Les félicitations de son boss, un prix, une augmentation, peu importe, ou le fait d'avoir développé simplement une compétence sur un nouvel outil, c'est le résultat qu'il a obtenu de cette action. Et donc tu vas pouvoir savoir, même si ce n'est pas en lien avec le métier que tu recherches, s'il a déjà une compétence qui va te servir, donc une soft skill qui va te servir toi dans ton métier. Ok, et ça tu l'analyses comment derrière ? Tu as un tableau, tu as une grille. Et en fait, en fonction des réponses, tu vas simplement noter, écrire. Et l'idée, c'est que vous soyez plusieurs à faire passer les entretiens et avoir la même grille pour voir si vous avez bien repéré les mêmes choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir la même grille pour savoir sur quelles compétences, quelles sont les soft skills que tu veux avoir d'un candidat. Que tu veuilles avoir un candidat qui te ressemble, qui aime le rugby comme toi, c'est cool, mais c'est pas objectif. Ce que j'ai découvert, tu vois, au fur et à mesure de la société, c'est que là où tu progresses le plus, c'est justement sur la complémentarité. Parce que, après, je parle en mon nom, donc c'est très différent puisque je suis le fondateur de la boîte. J'ai mis longtemps à apprendre aussi que tu peux pas demander la même chose à un collaborateur de s'investir quand c'est ton bébé quand lui, c'est son emploi. Donc ça, j'ai pris pas mal de recul là-dessus. Mais... On est deux, j'ai fait pareil. Mais déjà, et franchement, en plus, depuis que j'ai remarqué ça, des deux côtés, ça se passe beaucoup mieux, tu vois, et on travaille beaucoup plus main dans la main. Et ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que quand tu es deux à avoir les mêmes compétences, qui sont, on va dire, des compétences phares, y a une espèce de compétitivité ou de conflit qui se crée, alors que quand tu vas avoir deux profils qui sont complémentaires, les deux sont indispensables pour aller encore plus loin. Et en plus, tu réduis des zones de conflit, tu réduis des zones de friction. Tu oblige à se poser les bonnes questions avant le recrutement, se dire de quoi j'ai besoin. Donc là, on en revient à la phase de départ, qui est comment je constitue mon offre. On ne parle même pas de la rédaction de l'offre. On n'est pas du tout sur la rédaction. La rédaction, ça arrive bien après. On est vraiment, aujourd'hui, c'est quel est ton besoin. Où est-ce que ça pêche ? Où est-ce que tu as besoin d'un coup de main ? Où est-ce que tu as besoin d'avoir un accélérateur dans ton business, dans ton quotidien, sur un service ? Qui peut faire quoi ? Donc, il faut aussi avoir un panel des compétences de tous tes collaborateurs. Qui peut récupérer des choses ? Où est-ce que ça va changer ? Pour justement, après, se dire, OK, dans ma grille de compétences, dans mon tableau de compétences, il me manque ça aujourd'hui, c'est ça dont j'ai besoin demain chez un candidat. Ok, et donc du coup, quand tu remplis la grille, tu vois si elle est en réponse. Ouais. Et donc là, tu es dans de l'objectivité complète, puisque c'est même pas toi qui... C'est ça. On va pas se baser sur la première impression de l'entretien, on va pas se baser sur le fait « on fait les mêmes centres d'intérêt, on habite dans la même ville ». Non, ça, on s'en fout. C'est objectivement de quoi j'ai besoin. Ok. Et ce sera beaucoup plus facile de dire non au candidat et de lui expliquer
à la fin, que ce soit à la fin de l'entretien. Si tu sais tout de suite à la fin de l'entretien qu'il n'a pas coché les cases, ça sert à rien d'attendre et de lui dire on vous recontactera. Non, c'est lui dire écoute, merci pour cet échange, je vais te faire un retour tout de suite, ce sera pas possible avec nous, on va pas continuer. Alors c'est très dur à faire parce que on n'est pas habitué à dire non en France, on est plutôt du style à dire oui et tout. Et donc faire un retour immédiat devant le candidat, c'est toujours délicat. On touche à l'affect, donc le candidat peut dire ah oui mais j'aurais pu vous dire ça, j'aurais pu ceci. Il faut vraiment arriver à prendre des pincettes, ou sinon c'est lui faire un mail retour quelques jours après, dans les 24-48 heures, en lui disant voilà, aujourd'hui on a besoin sur telle compétence ou telle soft skills et on ne les a pas détectées pendant l'entretien. Et est-ce que tu penses qu'au-delà de ce constat, ça peut être bénéfique, quitte à le faire, de dire peut-être pas des pistes d'amélioration, mais des pistes d'orientation? Moi, c'est ce que je fais toujours. À la fin de mes réponses négatives, il y a toujours des conseils. Soit je les renvoie vers un article, vers une vidéo, soit je leur donne 2-3 tips pour qu'ils puissent s'améliorer. Ou peut-être des secteurs dans lesquels ils seront plus en adéquation ou plus à l'aise. Ouais, alors après, tu les obliges à réfléchir et à se confronter à une réalité qu'ils sont peut-être pas prêts à reconnaître. Ok. Donc, et c'est basé sur un échange et un entretien. C'est peut-être, alors sauf si tu as vu toi tout de suite en disant ok, il est plutôt fait pour ce secteur, et dans ces cas-là, tu peux l'orienter. C'est pas forcément. Sinon, là, ce que j'avais en tête, c'est tu vois un poste qui est vraiment phare en agence, c'est chef de projet. Ouais. En soi, chef de projet, n'importe qui, de n'importe quel secteur peut être chef de projet. Parce que la ressource numéro 1, c'est l'organisation. Ouais. La ressource numéro 2, c'est la résolution de problèmes et le relationnel. Ouais. Et en fait, ça, tu peux le trouver chez n'importe qui. Ouais. Un pâtissier, un mécanicien, quelqu'un qui était déjà en agence. Ouais. Mais c'est des compétences qui sont tellement ancrées dans la personnalité du candidat que de s'efforcer à essayer de se dire ok, il faut que tu t'améliores en organisation. Non. Là, c'est un travail, mais c'est même plus de longue Tu haleine. renvoies dans la fiche métier qui lui dit alors il faudra avoir ces qualités que tu n'as pas. Et c'est pour ça que je te dis, est-ce que dans ce genre de cas de figure, c'est pas mieux de dire au candidat, écoute, je pense que tu serais plus à l'aise sur quelque chose, un métier créatif ou un poste où tu vas pouvoir mettre en avant la créativité, où il y a moins d'organisation. Tu peux l'aiguiller. Tu peux lui ouvrir le champ des possibles en l'aiguillant vers ce type de métier, en lui disant qu'au vu de ton expérience, tu penses qu'il s'épanouirait plus sur ce type de métier et que tu l'invites à te renseigner, à se renseigner ou à faire des entretiens réseau pour découvrir ces différents métiers ou secteurs. Tu peux le faire. Ok. Et dernier point sur nos étudiants, les jeunes, après on passe à nos seniors. On voit énormément sur LinkedIn de postes qui sont des postes un peu, pas l'art moyen, mais recherche urgente, alternance annulée. Alors ça, je me suis dit que c'était une arnaque à un moment donné. Alors, désolée pour ceux qui l'ont fait en vrai, mais effectivement, vous voyez beaucoup de postes urgents ou entre alternance annulée. Et en fait, j'ai vu beaucoup d'étudiants faire exactement la même chose et je me suis demandé si c'était pas une astuce d'étudiants pour justement trouver plus facilement une alternance. Certains devaient effectivement avoir vraiment eu leur alternance annulée, mais ça reste quand même assez rare dans les faits. Donc je pense qu'à un moment donné, il y en a qu'on se dit c'est pas mal, on retrouve plus facilement une alternance quand on annonce que la nôtre a été annulée. Ok. Je pensais même pas que tu allais répondre ça. Je pensais que tu allais me donner quelque chose d'un peu positif et constructif. Non, mais désolé, mais après, c'est le côté où à chaque fois j'analyse et quand j'échange avec les étudiants, je vois bien que des fois il y a des petites combines qui s'échangent entre eux en disant tiens, si tu fais ça, tu auras une alternance plus vite, alors que c'est juste horrible à faire. Mais sur le fait, oui, de râler sur le fait des fois de ne pas avoir de réponse aussi des entreprises ou d'être le côté larmoyant de dire urgence, machin, c'est bien, ça va faire le buzz, ça peut avoir 2000, 10 000, 30 000 likes et plein de commentaires, mais c'est pas pour autant qu'ils vont avoir les résultats qu'il faut. La visibilité que tu dégages n'est pas forcément la bonne. C'est ça, c'est pas la même image, donc c'est pas forcément très positif pour eux, pour leur carrière. Bon, ça peut être cool pour la boîte qui les récupère, ils pourront communiquer dessus. On a sauvé un étudiant. Mais l'idée, c'est, râler et être négatif sur les réseaux, c'est jamais très positif et c'est jamais bon pour soi. Et tout âge confondu, on voit tout le monde râler sur le fait que les recruteurs ne répondent pas aux candidats. Scoop, vous n'aurez pas de réponse. Vous attendez pas à des réponses en fait. Alors tout le monde, t'as plein de gens, la main sur le cœur, vont dire non mais il faut répondre aux candidats. Bullshit. C'est un énorme bullshit RH. Mais c'est impossible. C'est impossible. Comme toi et moi, quand on est chef d'entreprise, d'une petite entreprise, on n'a pas le temps, on a autre chose à foutre. C'est-à-dire que quand tu reçois une candidature, au pire, tu as un mail automatique pour dire que c'est non, que la personne, elle nous intéresse pas. Ok,
mail automatique, tout le monde en reçoit, jusque-là c'est normal. Dans les grands groupes, souvent c'est sans nouvelles de notre part sous 3 semaines, veuillez considérer que c'est négatif. Ok. Là où effectivement ça devient plus complexe, c'est quand la personne a été reçue en entretien, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que le recruteur ou le RH ghost le candidat, et que là il n'a pas de retour. Ça par contre c'est impossible et interdit. C'est-à-dire que c'est, à un moment donné, l'entreprise se doit de faire un retour, mais comme ils ne sont pas habitués à dire non, ils ont du mal. Et puis comme on n'a pas le droit de toujours dire la vérité de pourquoi on ne va pas accepter un candidat sur base de discrimination ou autre, eh ben on va se cacher derrière des messages automatiques. Et donc en fait, souvent, on va dire, on ne vous recrute pas parce qu'on a trouvé quelqu'un de plus compétent ou quelqu'un qui venait du même secteur. On se cache derrière un truc qui est faux et qui est fictif. Et en fait, c'est juste pendant l'entretien, comme il n'y a pas forcément les entretiens structurés dans la plupart des boîtes, on n'a pas eu le feeling. La personne était très négative dans son discours. Et ça, on le ressent. Quand tu as en face de toi un candidat qui ne fait que dénigrer ses anciens postes, tu sens qu'il est négatif, tu sens qu'il n'est pas positif, tu n'as pas envie de le recruter. Tu n'as pas envie d'avoir ça dans ton entreprise, en fait. Et tu ne peux pas dire à un candidat, écoutez, on ne vous a pas sélectionné parce que franchement, votre discours était ultra négatif. D'où tu peux dire ça à un candidat. C'est de l'affect, tu peux pas heurter. Les entreprises là-dessus, tu leur conseilles quoi? Moi, je leur ai créé, c'est une boîte, c'est des messages types qui arrondissent les angles et qui vont, en fait, à chaque fois, ils ont plusieurs choix. C'est-à-dire en fonction. Ils le personnalisent du coup. Ils peuvent le personnaliser avec toujours le petit truc à la fin, quand on annonce quelque chose de négatif, le petit point positif, on va les féliciter pour tel truc, on va les encourager et on va les orienter vers d'autres postes ou moi souvent c'est vers des sites où ils peuvent aussi trouver des annonces plus facilement, où ils peuvent postuler plus facilement, ou des sites avec des conseils. Donc c'est toujours, on termine le côté négatif par un côté positif pour encourager la personne. Okay. Donc après des entretiens, c'est obligatoire, il faut répondre. Mais quand on voit beaucoup de candidats qui spamment la terre entière et qui envoient plein de CV, il ne faut pas s'attendre à avoir une réponse personnalisée après l'envoi d'une candidature, c'est pas possible. Après, on a autre chose à foutre, tous les RH de la terre ont autre chose à foutre. Un petit truc que j'ai mis en place justement entre l'étude du CV et avant l'entretien, c'est un entretien de 15 minutes. Ouais, c'est le pré-call. Et j'explique très clairement, pour voir déjà, ne serait-ce que sur les paramètres de l'alternance, le rythme, tu vois, des critères qui sont indépendants du candidat. Et ça pourrait être dans ton annonce directement. Et de mettre les 3 étapes. Ouais. Mais ça, c'est pas mal. Et je trouve que les candidats, en fait, apprécient pas mal parce que, 1, ça leur évite de se déplacer. 2, tu sais très vite, déjà, si tu peux continuer ou pas et dépenser de l'énergie sur cette société. Et tu as un peu moins cette rancœur de te dire, putain, j'ai fait 1h30 de transport. Et je me prends un nom sous 24 heures, tu vois, t'as un peu les boules. Là, quand t'as fait la vidéo de 15 minutes, je dis pas que c'est agréable, mais des deux côtés, il y a une espèce, tu vois, de simplicité, ok, j'ai consacré 15 minutes de mon temps, je l'ai peut-être préparé pendant une demi-heure avant, cet entraînement, je peux tout à fait le réutiliser pour autre chose, donc en réalité, j'ai perdu que 15 minutes. Et ça, vraiment, je trouve que en plus, c'est beaucoup plus léger, et je trouve qu'il y a moins de pression aussi, les candidats, ils arrivent, ils sont beaucoup moins stressé que sur le vrai entretien. Et tu crées déjà un espèce de petit climat ou d'échange pour ceux que tu vas rencontrer par la suite, qui est complètement différent. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les cabinets la précale téléphonique, qualification, où en fait on appelle le candidat, on va lui poser plein de petites questions pour valider des petits points essentiels. Après, si le candidat ne répond pas à ton appel, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le prends? Comment ça? Imaginons, tu veux faire une précale téléphonique avec un alternant, sauf qu'il décroche jamais son téléphone. Ça m'est jamais arrivé. Imagine que ça t'arrive. Non, parce que j'envoie un email avec une proposition de vidéo de Visio Teams. Ok. Donc on trouve toujours tu vois, un petit créneau ou quoi que ce soit. Et ça, tu le fais mano ou c'est automatique? Non, je le fais à la mano. Ok. Tu pourrais l'automatiser? Alors, sur d'autres choses que le recrutement, j'ai commencé à automatiser, tu vois, avec Calendly, qui est un outil magique. Qui est magique. Sauf que là, j'ai découvert un nouveau truc, c'est que les gens, c'est le Far West. Genre, ils te posent le rendez-vous avec leur aspect d'urgence, ce qui fait que tu te barres du bureau à 18h, tu te connectes à 8h du mat le lendemain, ta journée, elle est blindée de rendez-vous. Tu fais, mais à quel moment je suis productif là-dedans? Tu peux sur Calendly, tu peux mettre pas de rendez-vous avant 2 ou 3 jours pour te laisser le temps de gérer. C'est ce que je vais gérer, mais l'automatisation des rendez-vous,
Parce que ça, c'est aussi un autre paramètre. Non, mais quand tu as un candidat, alors après, je sais pas si tu as un logiciel pour gérer les candidatures, mais quand tu as un candidat imaginons que tu as 10 candidats qui t'intéressent, tu peux programmer un email automatique avec ton calendrier. Pour l'instant, je le fais à la main. Et moi, les candidats, j'aime bien aussi pas les pincer entre deux rendez-vous qui peuvent être source de friction. Ouais. Soit parce que d'où l'intérêt de programmer. Tu pourrais leur envoyer de manière automatique l'email où tu proposes qu'eux prennent un rendez-vous dans ton calendrier. C'est ce qu'on va faire. Mais ouais, le pré-call, je recommande fortement parce que ça fait gagner du temps des deux côtés. Et est-ce que tu te bases sur l'intonation de la voix ? Non, ça je m'en fous. Tu t'en fous ? En fait, bien évidemment, tu as quelqu'un qui va arriver avec une voix comme ça et qui te fait « Bonjour, je voudrais être SDR commercial ». Je vais dire « Mec, il va y avoir du taf. » Ouais, mais donc ça c'est un biais. Mais derrière, je dis pas non. Je dis si tu as les soft skills qui vont avec, que tu sais rechercher, que tu aimes bien chasser, que de prendre 15 noms par jour, tu t'en fous. Et c'est juste ta voix, on s'en fout. On mettrait un amplificateur. Mais après, effectivement, si c'est tout un ensemble, ça va devenir plus compliqué. Et on en revient à la question de l'organisation pour la chef de projet. À quel moment la balance est tellement remplie qu'il faut arrêter de s'acharner parce que tu te fais du mal et essayer de trouver quelque chose. Tout le monde a des illusions. J'en ai régulièrement, et quand tu montes une boîte, t'en as énormément. Tu fais du quotidien. Un business plan, moi j'appellerais ça un business erreur. Tu vois, c'est-à-dire le business plan, c'est juste pour la banque, c'est pour ouvrir le compte en banque. Après, tu fais x3 pour avoir la réalité. C'est ça, ou divisé par 2 en fonction des mois. Ouais. Mais ouais, tout le monde aura des désillusions, et je pense qu'une des meilleures sources d'apprentissage, c'est aussi savoir voir à quel moment on se voile la face sur certains sujets. Alors je dis pas que c'est simple, mais souvent tu peux gagner énormément de temps et éviter de t'embarquer dans des boîtes où des deux côtés ça va être foireux parce que tu t'es surestimé ou alors t'as un peu faké. Et ce qui va être important, c'est aussi d'accompagner les étudiants là-dessus, de se dire, les gars, allez pas dans des boîtes où vous le sentez pas, allez pas dans des boîtes où les missions vous intéressent pas. Et je vois trop d'étudiants qui, il me faut une alternance pour valider mon école, donc de toute manière, peu importe ce que j'ai, je m'en fous. Il y a aussi ce côté un peu nonchalant vis-à-vis de l'alternance, c'est-à-dire que l'école et la formation, c'est payé par l'entreprise via l'alternance, donc de toute manière, je m'en fous un peu. Du moment que l'entreprise paye mon alternance, je suis tranquille. Ouais, mais le problème, c'est que l'entreprise, elle compte sur toi. Et quand tu arrives dedans, après... Oui, mais ça, c'est le côté savoir-être, le comprendre un petit peu le besoin de l'entreprise, la posture qu'il faut avoir en entreprise. C'est un peu le côté conscience professionnelle. Ça fait plus du tout partie des priorités aujourd'hui chez les jeunes générations. Le problème, c'est que dans le pire des cas, oui, ça va aller au conflit et l'alternance, ça va s'arrêter. Meilleur des cas, si tu as une boîte qui s'en fout un peu, elle va te prendre, elle va te mettre dans un coin, sauf que tu fais ça 3 fois de suite. Ouais. Toi, tu vas arriver sur le marché du travail, ça fera 3 ans que tu n'as rien appris. C'est le cas de plein d'étudiants. D'autres personnes qui ont appris et qui vont, et je sais que c'est pour ça on fait souvent chier les étudiants en première année, quand on les a, leur dire travaillez votre projet pro, soyez curieux, soyez ouverts, intéressez-vous à plein de métiers, à plein de secteurs, suivez des conférences, écoutez des podcasts, regardez des conférences, des vidéos, que ce soit sur YouTube, TikTok, on s'en fout. Je dis mais ouvrez-vous au monde qui vous entoure pour faire les meilleurs choix, et comprenez que quand vous rejoignez une entreprise, selon la taille, il y a aussi un enjeu business qui est important. Quand on en arrive dans une start-up, une TPE, l'enjeu business, il est essentiel pour le chef d'entreprise, il faut aussi le comprendre. Et malheureusement, dans toutes ces écoles de commerce, on leur apprend énormément de choses, sauf la partie business. Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis, et je vais vraiment me faire des ennemis avec les écoles. Avec tout ce que j'ai dit, je me suis fait un paquet d'ennemis. Mais il y a vraiment un truc que je veux faire passer comme message. Aux écoles, France t'écoute. C'est arrêter. La France t'écoute. Il n'est pas 20h. Mais faut que les écoles arrêtent de blinder les étudiants de travail et qu'on leur laisse un petit peu du temps aussi pour l'entreprise. Parce que c'est très beau, tu vas avoir un diplôme. Mais là où le monde est en train d'évoluer sur le marché du travail, les diplômes, je pense d'ici 10 ans, et encore je suis gentil, plus personne n'en aura quelque chose à foutre. Ouais. Par contre, quand tu vas sortir de l'école et que tu as fait 3 ans d'alternance, ta dernière alternance, elle peut t'offrir un réseau, elle peut t'offrir un travail, ton bout de papier imprimé avec la signature de ton école. Mais sois certain que dans 5 ans, ta mère s'en fout, tu t'en fous, ce sera dans un tiroir. Comme ton bac, quoi, tout le monde s'en fout. Donc, il faut vraiment consacrer du temps. Et effectivement, j'en ai quelque chose à gagner à passer ce message, mais tout le monde y a quelque chose à gagner. Et c'est vrai que
Aujourd'hui, je vois trop sur certaines écoles et certaines alternances je suis en école, je suis en entreprise. Oui. Non, en fait, c'est pas possible. L'expérience travail, dès que tu commences à être sur des postes où tu demandes, et on voit de plus en plus de jeunes qui disent je veux des responsabilités. Quand tu veux des responsabilités, avec les responsabilités, il y a des contraintes. Et les contraintes, t'as les c'est emmerdes quoi ? qui vont avec. Un client qui a une urgence à 14h le lundi quand tu es en cours, oui, tu es en cours, je suis désolé, tout le monde est désolé, mais c'est un petit SMS au client. Ça peut être, selon l'urgence et la tension, lui dire écoute, je te rappelle plus tard, ou je suis en école ou quoi que ce soit. Mais il faut aussi que les écoles travaillent là-dessus. Je ne citerai pas une école, mais il y a une école l'année dernière qui m'a envoyé un mail en disant il est hors de question que l'étudiant suive ses mails. Je dis non mais alors attendez, il y a une différence entre bosser sur un projet et suivre ses mails pour que quand tu arrives à l'entreprise au bout de ton milieu de semaine, tu passes pas 4 heures à rechecker où est-ce que tu en es et surtout pas le faire à l'envers. Parce que ça c'est un des premiers trucs que j'apprends, mais quand tu lis tes mails, tu pars du bas et tu remontes. Tu pars pas du haut, sinon tu fais des grosses conneries sur les... Tu loupes des choses. Mais ouais, non, je pense qu'il y a le message vraiment à faire passer, c'est ton diplôme, tu vas le garder au fond d'un tiroir, ton taf par contre c'est lui qui te nourrira pour le reste de ta vie. Souvent quand j'ai des jeunes diplômés qui me disent alors moi je sors de telle école donc je mérite tel salaire, je leur dis hop on va se calmer direct. J'ai pour l'instant tu me prouves simplement que tu sais lire, écrire et compter. Maintenant je veux voir ce que tu sais faire. Et effectivement c'est le côté pratico-pratique. C'est des choses qui arrivent tout doucement dans les écoles. Ils en ont conscience de plus en plus, d'arriver à beaucoup plus matcher le monde de l'entreprise avec l'école, avec le diplôme. Donc ça, il y a quand même pas mal d'améliorations là-dessus. Ils ont conscience qu'il faut préparer les étudiants au monde de demain, qu'il faut leur permettre de développer le réseau. Il y a encore du taf à faire. Il y a énormément de taf, et tu vois, sur un truc qui est... Et les écoles, elles vont rentrer en concurrence, et elles sont déjà en concurrence, c'est pour ça qu'elles commencent à s'inquiéter, avec toutes les écoles internationales, toutes les écoles qu'on peut faire, toutes les formations qu'on peut faire en ligne. Ouais. Et là, elle commence à se dire, ok, on a une concurrence féroce qui débarque, il faut qu'on puisse réagir. Déjà, moi, tu vois, le point noir que je vois dans toutes les grosses écoles, on ne va pas citer des noms, mais que ce soit en communication marketing ou en commerce, tu as la même erreur. Tu as un planning qui est envoyé en début d'année avec les cours. Ouais. Quand tu es sur du digital et que tu vas être community manager ou en marketing et que tu vas utiliser des outils comme TikTok, Instagram, LinkedIn qui ont des algos qui changent tous les 3 ou 6 mois, comment est-ce que tu veux apprendre des choses qui ont été programmées il y a 9 mois sur quelque chose qui a changé il y a 1 mois? C'est pas possible. Ton étudiant, il arrive dans sa boîte, il fait « Ah, eh ben non !» Et ben voilà. Donc en fait, tu vas avoir ton diplôme. Et 6 mois après ton diplôme, tu peux le prendre et le foutre à la poubelle. Il te donne juste, c'est le réseau, c'est le statut, nom, c'est juste le statut, le diplôme. Donc, c'est pour ça que tu as des étudiants qui sont prêts à payer très cher des écoles. C'est juste pour le statut, pour le prestige. C'est pas pour ce que tu apprends. Il y avait une personne qui travaille beaucoup avec les écoles, qui a monté plusieurs business, qui disait le plus dur, c'est pas d'avoir le diplôme, c'est de rentrer dans l'école. Une fois que tu es rentré dans l'école, franchement, l'école, elle te le donnera ton diplôme. Elle va pas se permettre de te garder pendant 5 ans pour pas te filer ton diplôme à la fin de l'année. Donc quand des fois j'ai des étudiants en M2 qui me disent « je suis un peu en stress », je dis « mais t'inquiète, tu l'auras ton diplôme ». L'école peut pas se permettre d'avoir des mauvaises stats en termes d'employabilité, d'insertion, de réussite scolaire. C'est pas possible. Donc ils feront tout pour te le donner. Et donc du coup, pour en revenir à ça, faites vraiment porter de l'attention aux boîtes que vous choisissez pour vos alternances, parce que c'est ça votre gros bagage d'expérience et de compétences pour la suite. Même si l'expérience elle est négative, ça vous donnera au moins ce que vous voulez pas faire. Et c'est ultra important de savoir ce qu'on veut pas faire. Si on veut pas travailler dans une petite boîte ou dans un grand groupe, c'est ultra important de savoir en market digital, je suis pas à l'aise avec tel truc, donc j'ai plutôt m'orienter vers telle autre chose. C'est essentiel de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on n'aime pas faire et ce qu'on n'a pas envie d'apprendre. Et du coup, nos seniors. Ah, nos seniors. Quand tu t'occupes des seniors, comment ça se passe? Est-ce que toutes ces problématiques qu'on a évoquées, tu les retrouves? Eh ben ouais. Les problèmes qu'ont les jeunes, nos seniors ont exactement les mêmes problèmes. Alors déjà, est-ce qu'on peut se donner une définition de senior? Parce que plus de 45. Voilà, en pub, un senior, c'est plus de 65, tu vois. Là, c'est plus de 45. C'est coup dur pour beaucoup, là, du coup.
Et encore, je vais dire, on a plein de stats qui disent pas la même chose. C'est ça que j'aime aussi en France, c'est cette incapacité à se fixer sur un chiffre. Tu prends les stats, des fois, on va te dire que senior, c'est à partir de 50, ou des fois, c'est à partir de 55 ans. Donc, tu as un peu un flou artistique sur ce chiffre. Dans les entreprises, on te dit souvent que c'est 45. D'ailleurs, tu as ton entretien de seconde partie de carrière à 45 ans. Tu as droit à des aides seniors à partir de 45 ans. Donc, c'est bien que senior 45 est associé. Mais pour les statistiques emploi, on va compter senior à partir de 50 ou 55 ans. Donc, en fait, on n'a aucune vraie statistique sur le nombre de seniors au chômage à partir de 45 ans. Parce que c'est quoi? C'est 40 ans pour la retraite, sujet sensible. Donc en toute logique, tu es en milieu à 20, donc à 20 ans d'expérience, tu passes en senior. Bah ouais. Donc si tu es sorti de l'école à 25 ans, ce qui est le cas de ceux qui ont 40, 25 45 à aujourd'hui. 45, seconde partie de carrière. Donc, Ce qui ne veut pas dire à la fin, parce que tu as encore 20 piges à bosser. Fin de carrière. Vous êtes sur la piste glissante Non de mais l'exit. t'imagines, c'est horrible. Mais, et donc du coup, oui, partant de ce postulat-là, bah, en fait, il te reste 20 ans de taf. Bah oui. Donc t'es pas en train de recruter un crouton ou, excusez-moi pour le terme crouton, mais j'allais rajouter un wagon qui va avec, ou tu vas devoir payer la retraite parce que t'es la dernière entreprise. Ah non. Et même s'il arrive à 55 piges, il a encore au moins 10 ans à bosser. Quel salarié reste 10 ans dans une boîte aujourd'hui? Ouais, ok. Tout le monde veut se barrer au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Par contre, ton senior que tu vas embaucher à 50, 55 ans, lui, il a plus de chances d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il aura peut-être pas envie de se faire chier à 60 piges pour changer de boîte. Et en plus, il a, on va pas se mentir, la mentalité de travail Ouais, vas-y. un peu différente. Il n'a pas les mêmes valeurs. Donc ça dépend Oui de ce et que non. tu recherches aussi. Ça dépend. Ouais, Ah, vas-y. beaucoup, je... Boxe-moi là. Ah ouais, parce que... joli stéréotype. Je sais pas, les valeurs... T'es là pour les enfoncer, les stéréotypes. Les valeurs, aussi. c'est une question de personnalité. Donc en fait, Ok. tu peux avoir des jeunes avec des valeurs à la con et des vieux avec des valeurs à la con. Ok. C'est pas une question d'âge, les valeurs. Et donc du coup, dans ton process, par exemple, et ça on le voit beaucoup sur LinkedIn, des personnes qui, avec Covid, sont parties en reconversion. Ouais. Reconversion ou changement, que ce soit personnel ou professionnel. Toutes ces personnes-là, comment est-ce que tu les accompagnes? Déjà, il faut savoir qu'une personne sur deux qui est partie en reconversion l'a regretté par la suite. Donc avant de se barrer de son job, on va réfléchir. Okay. Donc l'objectif après, quand je les récupère en disant Amélie, j'ai essayé de me reconvertir, j'y suis pas arrivée, ok, on va déjà essayer de comprendre pourquoi. Donc ok, qu'est-ce que tu faisais avant? Et alors moi je leur fais travailler, pareil, le petit carré de vie, genre qu'est-ce que t'aimais faire et que t'as continué à faire, qu'est-ce que t'aimais pas faire et que t'as continué à faire, qu'est-ce que t'aimais faire et que t'as plus envie de faire, et qu'est-ce que t'aimais pas faire et que t'as pas envie d'apprendre à faire. Donc comme ça, on a vraiment, ouais, c'est carrément un SWOT. Et je leur dis ok, ça c'était toi avant. Maintenant, pourquoi t'as souhaité te reconvertir? Comment tu t'y es pris? Est-ce que oui, pognon. Oh, le pognon. Je n'arrive pas à le dire celui-là. Est-ce que le pognon c'est un problème? Est-ce que tu as du temps devant toi? Est-ce que tu as la pression familiale? Est-ce que ton conjoint ou ta femme t'accompagne et t'encourage? Enfin, il peut y avoir plein d'éléments et c'est ok, maintenant ta reconversion, t'en es où? Est-ce que ça te plaît toujours? Est-ce que tu as envie de te donner encore les moyens d'y arriver ou pas? Et donc à partir de là, on va mettre en marche un plan de bataille pour l'accompagner, soit à trouver le job de ses rêves dans le cadre de sa reconversion, soit à faire marche arrière et à retravailler un nouveau projet pro. Ok. Ouais, donc ça ça fait c'est mal pour la reconversion. Ouais. Et après, il y a les seniors qui là passent une tranche qui, pour X raison, se retrouvent. Seconde partie, hein, c'est toi qui me l'as dit. Ouais, seconde partie de carrière, c'est les RH qui l'a dit, c'est pas moi. Et qui peuvent se retrouver pour X raison sur le marché de travail. 10 ans de boîte, tu veux changer. Dans le même secteur, mais tu veux changer 10 ans de boîte, tu te fais virer parce que t'es trop vieux, trop cher, on te met dans un placard et on se dit bah maintenant on va le virer. Tous ceux-là qui restent dans le cursus classique, qui Ouais. veulent pas faire de reconversion ou rester dans leur secteur, on sait qu'ils vont avoir énormément de problèmes à chercher de l'emploi. Ouais. Cause numéro 1, le coût du salaire, je suppose. Non, Même pas. Stéréotype. Allez, bim. Tu nous mettras des grosses croix avec des... Gros stéréotype encore sur le question salaire. Parce qu'effectivement, quand tu vas embaucher un jeune, tu vas peut-être le payer 30, 35, selon, voire un peu moins, selon le sujet sur lequel tu l'embauches. Sauf que le jeune, tu as aussi le temps un peu de formation, toute cette partie onboarding, formation qu'il faut bien faire, s'assurer que tout se passe bien, et potentiellement ton jeune, au bout de 2 ans, il va avoir envie de se barrer pour aller faire autre chose. Donc, soit il démissionne, soit tu le licencies, soit tu fais un accord avec lui. Dans tous les cas, ça va te coûter de l'argent.
Et derrière, il faudra recruter à nouveau une personne, c'est du temps, le temps c'est de l'argent, qu'il faudra à nouveau former, c'est de l'argent aussi. Voilà, tout ça, il faut le mettre bout à bout. Ton senior que tu vas peut-être embaucher à 45, 50, 53 ans, et ben lui, il n'y a peut-être pas besoin d'autant de formation, parce que avec sa carrière, il a quand même accumulé pas mal de choses, il est aussi auto-formé pendant un paquet de temps, et peut-être qu'il aura le même temps de formation que le jeune, ok, on part du principe que c'est le même temps de formation, sauf qu'il va être un peu plus débrouillard, il va être, parce que tu auras analysé aussi ses soft skills, et donc il n'aura pas peur de mettre les mains dans le cambouis et d'aller de l'avant. Et comme il a un âge certain, et il n'a pas envie de se faire chier de changer de boulot tous les 3 ans. Et donc potentiellement, il va rester plus longtemps en poste. Et comme il reste plus longtemps en poste, tu économises sur potentiellement le renouvellement que tu aurais dû faire avec les jeunes. Donc sur la durée, un senior coûte le même prix qu'un jeune qui change tous les 2 ou 3 ans. Ok. Et donc du coup, il y a beaucoup de du coup. Il y a beaucoup de du coup. Je dis beaucoup de du coup moi aussi. Ça me fait penser à un autre podcast. Faudra les compter les du coup. Un certain conférencier, je peux pas citer le nom puisque la vidéo est pas encore sortie, mais qui dit aussi beaucoup de du coup. Qui m'a dit fais gaffe à tes tics, TikTok. Je fais ah ouais non j'en ai pas. Du coup, et là tu fais merde. Moi aussi j'utilise beaucoup. Je vais lui faire plaisir, j'ai trouvé une autre accroche pour rebondir. Non, mais concrètement, quand ces personnes-là arrivent et qu'elles commencent à se confronter à cette difficulté de trouver de l'emploi, oui. C'est là que tu interviens. Oui. Est-ce que tu peux nous dire tout ce que tu mets en place avec eux pour leur profil et les accompagner, mais aussi ce que tu mets en place dans les entreprises, parce que tu m'as dit que c'est aussi un travail entreprise. Le premier volet avec les candidats, donc nous ils sont sur un parcours digitalisé, ils sont en micro-learning, donc ils ont plein de petites vidéos qui vont durer 3-5 minutes, qui vont pouvoir regarder à leur aise, téléphone, ordi, comme ils veulent. Et derrière je les mets sur un Slack pour qu'ils puissent venir échanger avec nous et échanger avec la communauté, parce que l'idée c'est que toutes les personnes qui sont passées par la formation restent en contact les unes avec les autres, et puissent aussi s'entraider. Moi j'ai énormément de RH et des RH qui sont passés par là, et dès que leur entreprise recrute, ils passent l'annonce directement sur la plateforme. Stylé, ça. Donc ça c'est cool, ça crée une vraie communauté d'entraide. Et en fait on va tout retravailler. Donc on a aussi les webinars, les visios régulières, mais dans le parcours c'est retravailler le projet pro, donc prendre conscience que le marché du travail a changé, prendre conscience que quand on a 45-50 ans on va être confronté à des stéréotypes et à des préjugés. Faut l'assumer à un moment donné, il ne faut pas chercher à le cacher. Et c'est aussi retravailler concrètement son projet pro. C'est dans quoi on est doué et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, parce qu'il va nous rester encore 10, 15, 20 ans à bosser. Est-ce qu'on a envie de varier de job régulièrement ? Moi, j'ai des seniors, c'est des slasheurs nés, ils ont envie de bouger constamment. Donc eux, c'est plutôt du freelancing ou dans le consultanat que je vais les envoyer. Ensuite, on va retravailler les outils de la recherche classique, le CV, le mail de motivation. On va leur partager des outils pour aller hacker un petit peu les emails des entreprises, des dossiers, ce genre de choses. Tout ce que les commerciaux utilisent, moi je le donne aussi aux candidats. Au moment que Google m'autorise à le faire, moi je le fais. Et après, on travaille sur toute la stratégie de recherche, donc comment stalker sur LinkedIn, comment exploiter LinkedIn avec une version gratuite, comment rebondir sur de l'actualité, comment faire des candidatures spontanées mais ciblées. On voit aussi toute la partie scénario de mailing et de relance. Donc je vais vraiment travailler avec eux en disant ok, premier scénario t'envoies ça, deuxième scénario t'envoies ça. J'en fais des marketeurs en fait. Ouais, c'est vraiment comme les étudiants en fait. C'est exactement la même chose, ils ont les mêmes problèmes. L'étudiant il sait pas quoi mettre dans son CV, le senior il sait pas quoi enlever de son CV. L'étudiant il sait pas comment se valoriser en entretien, le senior c'est exactement la même chose, le senior il sait pas comment se valoriser en entretien parce qu'il a tellement de choses à raconter qu'il sait pas comment attirer l'attention sur 1 ou 2 éléments qui sont les éléments phares qui va intéresser la RH ou le RH en face. Donc on est vraiment sur les mêmes principes, on va travailler l'entretien, je vais leur apprendre à négocier un salaire. Ils sont mauvais très souvent pour négocier un salaire. Parce qu'ils viennent avec leur ancien salaire en tête, sauf que c'est pas comme ça que tu négocies un salaire. Je leur parle des biais cognitifs, je leur mets aussi des petits cours de neurosciences pour qu'ils comprennent comment manipuler un peu le RH en face pour avoir le salaire qu'ils souhaitent, ou comment arriver à faire augmenter le salaire régulièrement. Et là, on travaille sur la partie onboarding et freelancing pour leur dire, ok, demain, vous voulez vous lancer en freelance, voilà ce que vous pouvez faire aussi. Donc, on a vraiment, tout, on a 13 modules en tout, on a, je crois que c'est 300 vidéos, et j'en rajoute toujours, j'ai toujours l'impression qu'il m'en manque, que j'en ai pas mis assez, donc je suis toujours en train d'en refaire. Et ça, du coup... Et donc ça, oui. Ça a un coût ? Ça a un coût, ça coûte 1 250 €. Je suis Calliope, donc ça peut être pris en charge par Pôle emploi ou par un OPCO.
Ouais, donc en fait, Et c'est après, hyper j'ai une intéressant. petite offre à 99 euros qui est en fait un suivi pour être boosté pendant un mois où 3 fois par semaine, je leur envoie des emails avec des exercices, des devoirs à faire pour les booster et pour les pousser au cul pour qu'ils puissent avoir des résultats très vite. Ouais, même pour un étudiant qui finalement. Même pour un étudiant, ça pourrait fonctionner. 8 000 euros dans une école de commerce, Ça vaut la peine. ça vaut la peine. Après, on a créé des parcours digitaux en e-learning pour les étudiants. Hein, et on part avec aussi ces mêmes principes. J'ai rajouté un T, il fallait pas. C'est le principe, c'est peut-être pas. Et côté entreprise, ça se passe comment? Ça se passe bien côté entreprise. Côté entreprise, on va toquer à la porte des startups, des TPE, des PME. On va leur dire hey, vous avez du mal à recruter. J'ai des super profils seniors pour vous. Donc, oh non, on veut pas des seniors. Si, ta gueule, tu vas prendre un senior. Et en fait, je leur dis vous savez quoi? Je vais vous mettre un senior gratuit pendant un mois dans vos locaux. Et ouais, Pôle emploi le permet. En fait, il y a des aides de Pôle emploi. Tu as des actions qui s'appellent l'AFPR ou la PMSMP. Ouais, c'est des noms invitables. On mettra les sous-titres. Et en fait, les deux, la première, c'est une action de formation préalable au recrutement. Tu veux recruter quelqu'un, tu estimes qu'il lui manque une compétence ou deux. Tu vas l'accueillir dans ton entreprise, ça te coûte 0. Et tu vas le former aux compétences qui lui manquent. Et au bout d'un mois et demi, tu vois si tu souhaites le garder ou pas. Donc tu peux derrière signer un CDD et en plus de ça, tu peux avoir une aide financière, alors à peu près 1000-1500 balles de la part de Pôle emploi. Si tu recrutes ce candidat en CDD, pas en CDI, en CDD dans un premier temps. Ça, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit l'âge. Mais moi, je l'utilise pour pousser les seniors dans les startups en disant, OK, vous avez besoin de recruter, j'ai quelqu'un qui a 90%, 95% des compétences. Sur les quelques pourcentage qui manque, je vous propose qu'on travaille ensemble sur un projet de formation, qu'est-ce qui lui manque, comment vous pouvez l'accompagner en interne, et on voit avec Pôle emploi pour que vous puissiez le garder pendant au moins un mois. Et donc en fait, ils vont profiter de ce candidat pendant un mois. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner les collaborateurs, l'équipe qui va accueillir ce candidat, de préparer souvent le manager, de préparer les équipes en disant ok, ça va bien se passer. Attention à votre jargon, hein, parce que moi j'ai eu des seniors qui me disaient alors je veux bien, mais on m'appelle la mamie. C'est quand même pas très sympa à 50 piges de se faire appeler hey, mamie, tu viens avec nous parce qu'elle est sympa, ouais, mais je suis pas votre mamie en fait, je suis une collègue, donc on me respecte. Donc c'est aussi de travailler là-dessus sur attention à votre vocabulaire envers les personnes avec qui vous allez bosser. Tu prépares ton candidat aussi en disant attention, tu vas pas tous les traiter de génération Z ou ah les jeunes c'était plus que c'était avant. Je dis tu vas arrêter avec ça. Et c'est apprendre à casser tous ces stéréotypes des deux côtés. Donc soit on fait des petites préformations dans l'entreprise pour être sûr que tout le monde est prêt à accueillir ce candidat, soit on c'est ton stage d'immersion au collège quoi. Mais clairement en fait. Et l'autre ça s'appelle la PMSMP, c'est la même chose, ça te permet de découvrir des métiers ou des secteurs. Tout le monde peut l'utiliser pour découvrir, ça dure 15 jours, 1 mois maximum, et c'est la même chose, ça te permet, moi j'utilise beaucoup de seniors là-dessus en disant tu veux découvrir un métier ? Va toquer à la porte d'une boîte et propose-leur de te prendre gratos pendant 15 jours pour voir si potentiellement ce métier va t'intéresser. Avant de te lancer dans une reconversion qui va te coûter du temps et de l'argent et peut-être une dépression, teste le métier. Va à la rencontre des gens qui font ce métier et teste-le pendant 15 jours, 3 semaines pour voir si ça va te plaire. Et après, on pourra discuter si oui ou non tu pars en reconversion. Ces deux trucs-là, on peut les avoir avec Pôle emploi. Pôle emploi t'accompagne là-dessus pour les mettre en place. C'est magique. Magique, ça facilite l'insertion des gens. Quel que soit l'âge, bon, moi je l'utilise surtout pour mes seniors, mais c'est juste exceptionnel. Ouais, en plus, c'est pas mal de peut-être aussi avoir ce côté un peu plus, on va dire, structuré, parce que je retrouve pas mal de personnes qui ont des startups, dont certains qui ont des très belles réussites avec les fameux posts LinkedIn, recrute 200 personnes d'ici la fin de l'année. C'est ça. Putain, mais comment tu structures 200 recrutements en une année? C'est pas structuré, ils savent qu'il va y avoir du turnover. Hein. Ouais, tu te doutes que c'est Bagdad dedans, et c'est vrai qu'avoir peut-être un senior qui est là et qui peut canaliser, qui organise tout ça. T'as quoi contre Bagdad, toi? Non, j'ai rien. Putain, c'est ici les Molinos. C'est Paris sous les poubelles. Accessoirement, je suis né à Bagdad, donc. Il fallait ça, mais c'est moi tout craché. Non, mais putain, et puis les gens qui aiment pas, enfin les chats là. Ah, t'as un chat? Bon, merde. Ouais. Bon, oh, il est tard, je rentre. Non, mais tout ça pour dire que je pense, effectivement, tu vois, il y a vraiment, et c'est ce qu'on disait au début du podcast, c'est avoir des personnes qui sont complémentaires, c'est génial. Et les skills que tu vas avoir chez un senior, qui en plus, souvent, sont beaucoup moins enclins au stress. Ouais. Beaucoup plus ils en ont tellement vu dans leur carrière qu'ils savent gérer leur temps, ils savent s'organiser, ils ont du réseau.
Donc ils savent qui solliciter s'il y a puis besoin de quoi que ce soit. Aussi, ils ont déjà managé. Potentiellement, ils savent comment te faire gagner du temps et gagner de l'argent parce qu'ils vont te dire bah non, si tu passes par ça, tu vas avoir telle galère. Donc par contre, si on prend le chemin B, ça sera plus rapide ou ce sera plus long, mais ce sera plus sûr. Donc ça permet aussi de sécuriser et de rassurer les équipes. Et donc ça a des qualités qui sont juste incroyables. Moi, souvent, dans les startups, je vais positionner des personnes en RH, des personnes en finance, des postes de développement commercial sur l'international ou autre. Je vais dans l'office management. Et en fait, je peux les positionner sur plein de métiers, parfois dans le digital, mais l'optique là, c'est pas qu'ils aient les mains dans le cambouis, c'est qu'ils aient plus la notion de la partie stratégique. Ils savent que le côté les mains dans le cambouis sur TikTok, c'est plus les jeunes qui vont le faire. Ok. Et sur la partie, on va dire, purement management, c'est vrai qu'en startup, tu as beaucoup de personnes qui ont la trentaine, voire moins, qui sont les CEO ou founders d'une boîte. Ouais. Tu peux avoir aussi, je pense, une petite barrière en te disant comment est-ce que je vais manager un senior ? C'est ça. Moi, je l'ai très souvent quand j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais je fais comment pour le recadrer, le senior ? Je vais avoir l'impression d'engueuler mon père. » Alors déjà, c'est pas ton père. Déjà. Je dis c'est juste que tu recadres pas l'âge de la personne, tu recadres par rapport à une mission, par rapport à une action qui n'a pas été faite. C'est pas la personne que tu recadres, c'est pas sa personnalité que tu recadres potentiellement, c'est le fait qu'elle ait mal bossé sur un dossier ou qu'elle ait pas fait un truc en temps et en heure. C'est l'action précise que tu vas recadrer. Donc en fait, ça arrive à dissocier le côté âge. Donc là, ça demande beaucoup d'exercices. Souvent, quand tu creuses, c'est aussi des personnes qui ont des problèmes. On va partir sur de la psychogénéalogie, mais souvent quand tu as des problèmes avec tes parents, du coup tu as du mal à manager des personnes qui sont plus âgées que toi. Parce que tu as le reflet de tes parents en face de toi. Donc si tu as un bourreau à la maison, voilà. Compliqué. C'est compliqué. Ok, et ça aussi t'accompagnes dessus. C'est ça, je sais tout faire. Je suis un peu Mary Poppins. Tu me demandes n'importe quoi, je le sors de mon sac. Et si tu devais passer un message justement à tous ces profils, et surtout les seniors que tu accompagnes, ça serait quoi ? Alors, même sur tous les profils, junior comme senior, mon leitmotiv, c'est vraiment faites un truc qui vous fait plaisir. En fait, moi, j'ai une punchline qui existe, qui est connue, mais qui est vraiment ce qui me caractérise, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de donner à tout le monde, c'est de dire, mais faites-le en fait, faites des choses qui vous plaisent et aimez ce que vous faites, mais du coup choisissez bien ce que vous allez faire, posez-vous les bonnes questions et faites-vous confiance. Aujourd'hui, on a quand même en France un gros déficit de confiance en soi, et ça c'est un truc sur lequel je travaille énormément avec les candidats, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, parce que je sais que c'est essentiel et que quand les gens ont confiance en eux, ils sont capables de pousser des montagnes et de faire des choses incroyables. Donc croyez en vous. Merci Amélie. Merci à toi.